La réponse de Traoré, donnée à l'appui, a déjà tranché la question. Aucun regret possible. La phrase tombe comme une pierre au milieu du récit. Elle marque la bascule, le point médian où la stratégie cesse d'être défensive pour devenir offensive. Jusque-là, Ibrahim Traoré subissait convocations, menaces et scénarios imposés. Mais à ce moment précis, il choisit de retourner la logique. Ce n'est plus lui qui doit s'expliquer. Ce sont les puissances qui devront justifier leur silence. La révélation se joue en direct dans la salle de l'ONU. Plutôt que d'éviter les sujets sensibles, il énumère les plaies encore ouvertes. Congo, Algérie, Gaza. Chaque nom cité résonne comme un rappel de dettes jamais réglées. Les caméras zooment, les traducteurs hésitent, et l'Assemblée comprend que l'instant n'est plus protocolaire, mais historique. Ce basculement change la dynamique. Ce qui devait être une mise en scène d'humiliation se transforme en procès inversé, où les accusateurs deviennent accusés. À mi-parcours, le récit cesse d'être celui d'un dirigeant sous pression. Il devient celui d'un continent qui relève la tête et pose ses conditions. Les conséquences se déploient aussitôt, à 4 niveaux distincts qui s'entrelacent. Pour les nations africaines. En 48 heures, l'Union africaine réunit 43 ambassadeurs. Résultat concret, la déclaration de New York qui stipule qu'aucun pays du continent n'acceptera dorénavant une aide conditionnée à une soumission politique. 12 chefs d'État signent rapidement le texte. Ce n'est pas un détail symbolique, c'est un précédent juridique et diplomatique qui redéfinit les règles du jeu. Pour les diasporas et les sociétés civiles, à Nairobi, des étudiants organisent une journée de la dignité en transformant leur campus en forum de débat. À Lagos, des commerçantes refusent de vendre des produits liés aux colonies israéliennes. À Accra, des artistes composent des morceaux intégrant des extraits du discours. Chaque initiative a une valeur limitée isolément, mais additionnée, elle crée une vague d'appropriation populaire inédite. Pour les puissances occidentales, le choc est immédiat. L'Union européenne gèle 27 millions de dollars de fonds de développement. Le FMI suspend une revue de dette. Les médias français mènent une campagne de dénigrement, présentant Traoré comme un dictateur. Mais ces mesures, prévues pour isoler, produisent l'effet inverse. Elles renforcent le récit d'indépendance. Les slogans, ce qu'ils appellent isolement, nous l'appelons liberté, circulent massivement pour les acteurs géopolitiques émergents. La Russie, la Chine, l'Iran perçoivent l'opportunité et intensifient leur partenariat. Ingénieurs, agronomes, médecins se multiplient sur le terrain. Mais l'enjeu ne se limite pas à un réalignement stratégique. Ce qui compte, c'est l'image d'un pays capable de dicter ses conditions. Dans les couloirs de l'ONU, on parle désormais d'un effet Traoré. Ces 4 dimensions ne sont pas indépendantes, elles se nourrissent mutuellement. La décision des chefs d'État africains amplifie la confiance des populations. Les sanctions occidentales donnent plus de visibilité au discours. Les nouvelles alliances confortent la légitimité intérieure. L'engrenage redouté, isolement, fragilisation, recul, se transforme en dynamique inverse, visibilité, cohésion, expansion. Ainsi, la parole d'Ibrahim Traoré ne reste pas suspendue dans l'air d'une salle de conférence. Elle se matérialise en actes politiques, en mobilisation sociale, en réactions adverses et en recomposition stratégique. Les chiffres le prouvent. 12 signatures de chefs d'État, 27 millions gelés, 50 000 citoyens mobilisés. Derrière chaque donnée, une bascule concrète du rapport de force. À moyen terme, 3 scénarios dominent l'horizon. Le scénario de base. Le Burkina Faso maintient sa ligne dure. Les sanctions financières se prolongent, mais les alliances alternatives compensent partiellement les pertes. L'économie ralentit, sans s'effondrer, tandis que la rhétorique souverainiste gagne en popularité. Les voisins observent et certains suivent prudemment. C'est une trajectoire de résilience sous tension, où chaque victoire symbolique coûte un effort matériel considérable. Le scénario optimiste. Le effet Traoré se diffuse largement. En 12 mois, une quinzaine de pays africains révisent leurs accords miniers ou agricoles, inspirés par l'exemple burkinabé. La zone de libre-échange continentale, jusque-là bloquée, trouve une nouvelle impulsion grâce à la pression des jeunesses et diasporas galvanisées. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso, loin de s'isoler, devient un pôle d'influence disproportionné par rapport à sa taille. L'isolement prévu se retourne en catalyseur d'intégration régionale. Le scénario pessimiste. Les puissances occidentales intensifient les représailles.
Suspension d'aides humanitaires, campagne médiatique acharnée, pression sur les voisins pour couper les canaux commerciaux. L'économie nationale en souffre lourdement, avec inflation, pénurie, tensions sociales. Le risque de division interne grandit. Ce scénario redouté rappelle combien l'indépendance politique sans filet économique peut s'avérer périlleuse. Entre ces trois perspectives, une constante demeure, le précédent créé. Même dans l'hypothèse la plus défavorable, l'image d'un dirigeant refusant l'humiliation ne disparaît pas. Elle devient une référence, un point de comparaison qui oblige les autres leaders à se positionner. Si l'un fléchit, sa population lui rappellera l'exemple burkinabé. Si un autre ose, il trouvera un modèle. La leçon à tirer est simple. Dans les 12 prochains mois, l'Afrique joue moins sa survie matérielle que sa capacité à maintenir une dignité collective. Les scénarios diffèrent par l'ampleur des gains ou des pertes, mais tous confirment une réalité. Le temps où un texte imposé à New York pouvait dicter l'attitude d'un président africain est révolu. Ce récit ne reste pas cantonné aux chancelleries. Il touche directement ceux qui, devant leurs écrans, cherchent un miroir de leurs propres conditions. Pour un jeune étudiant africain en Europe, voir Ibrahim Traoré refuser l'humiliation, c'est l'assurance que ses revendications quotidiennes ne sont pas des illusions isolées. Pour une mère de famille au Sahel, confrontée aux pénuries et aux promesses d'aide jamais tenues, entendre un président dire « Nous n'avons pas à nous excuser » résonne comme une victoire intime. Mais l'écho dépasse l'Afrique. Dans les Caraïbes, des communautés redécouvrent leur héritage anticolonial. En Amérique latine, des militants indigènes citent le discours comme légitimation de leur lutte. En Australie, des voix aborigènes reprennent la formule « pas d'excuses » comme slogan. Le message voyage parce qu'il exprime une expérience universelle, la fatigue de devoir justifier son existence devant ceux qui dominent. Pour le spectateur lambda, l'impact est clair. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un capitaine devenu président, c'est une invitation à réfléchir. Combien de fois avons-nous accepté de réduire nos paroles pour être tolérés? Combien de fois avons-nous préféré le confort d'un compromis à la dignité d'un refus? Et c'est là que l'émotion opère. Le discours n'offre pas de recette toute faite, mais une impulsion. Si un dirigeant d'un pays enclavé ose défier les plus puissants, pourquoi pas nous dans nos propres vies, à nos propres échelles? Un discours, aussi fort soit-il, n'a de poids que s'il s'accompagne d'un chemin concret. Ibrahim Traoré le sait, et c'est pourquoi il articule son refus en stratégie. La première étape consiste à consolider l'assise intérieure, développer une autosuffisance agricole, s'appuyer sur les savoirs locaux, réduire la dépendance aux importations stratégiques. Cette base permet de transformer la souveraineté en réalité tangible, non en simple slogan. Deuxième étape, élargir les alliances hors du cercle occidental. Coopération avec la Russie dans le domaine agricole, accords avec la Chine sur les infrastructures, partenariats pharmaceutiques avec l'Iran. Autant de filets de sécurité qui diversifient les options. L'idée n'est pas de remplacer une dépendance par une autre, mais de créer un équilibre empêchant tout acteur unique d'imposer sa loi. Troisième étape, bâtir une solidarité continentale. La déclaration de New York marque un point de départ, mais il faut la traduire en mécanismes institutionnels, fonds communs, accords de libre-échange effectifs, projets transfrontaliers financés par les pays africains eux-mêmes. Plus la coopération intra-africaine s'affermit, moins les menaces extérieures trouvent de prise. Enfin, une quatrième étape, plus subtile, investir la bataille symbolique. Musique, arts visuels, réseaux sociaux deviennent autant d'arènes où la dignité africaine peut s'exprimer et se diffuser. Car les mots, une fois repris par des millions de bouches, pèsent autant que des décrets officiels. Ce plan, en 4 temps, trace un horizon clair. Résister, diversifier, unir, rayonner. Loin d'être un rêve abstrait, c'est une méthode de survie et d'affirmation, déjà en cours dans les rues de Ouagadougou comme dans les amphithéâtres de Nairobi. Au terme de cette trajectoire, une image revient comme un rappel, celle de l'ancien combattant approchant la voiture présidentielle, canne à la main, pour offrir à Ibrahim Traoré un morceau du premier drapeau burkinabé. Ce geste silencieux vaut plus qu'un long discours. Il relie 2 générations, celle qui a lutté pour l'indépendance et celle qui refuse aujourd'hui l'humiliation diplomatique. L'émotion tient à cette continuité. Le président n'est plus seulement un chef d'État isolé dans une salle onusienne, mais l'héritier d'une chaîne ininterrompue de résistance. Dans ce petit carré de tissu, tout un siècle de sacrifices trouve son prolongement. Le message final n'est pas abstrait. Il dit que la dignité se transmet, qu'elle ne s'achète pas, qu'elle ne s'échange pas contre des crédits.
Elle se vit, elle s'incarne, elle se défend, et ce rappel intime résonne plus fort que toutes les menaces de sanctions ou de coupures d'aide. La dignité n'a pas de prix. Cette phrase en 12 syllabes claque comme une vérité nue. Elle résume la logique de tout le parcours et scelle l'héritage émotionnel d'un discours qui a dépassé son auteur. L'histoire que vous venez de suivre n'est pas un simple épisode diplomatique, c'est un miroir tendu à chacun. Ibrahim Traoré a refusé un script écrit par d'autres, mais la question demeure. Combien de scripts acceptons-nous dans nos vies quotidiennes? À l'école, au travail, dans nos communautés, combien de fois avons-nous choisi le silence pour éviter l'inconfort? Ce récit invite à un engagement plus large. Pas seulement applaudir un président, mais réfléchir à ce que signifie parler en notre propre nom. Chaque citoyen peut, à son échelle, dire non aux compromis qui rongent la dignité. Ce n'est pas une injonction héroïque, c'est une invitation collective. Et si vous partagez ce besoin d'une parole libre, n'hésitez pas à rejoindre cette conversation. Laissez vos réflexions, vos critiques, vos espoirs. Parce qu'un récit ne prend sens que lorsqu'il devient commun. Alors je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce qu'une nation ou une personne ne devrait jamais avoir à excuser?